Je ne sais pas si je peux parler d'influence particulière, parce que c'est vrai que j'ai toujours été boulimique de lecture, que je lisais tout ce qui me tombait sous la main et que j'ai toujours encore aujourd'hui l'impression que j'aurai jamais assez de temps de toute ma vie pour lire tout ce que j'aurais envie de lire. Mais c'est vrai que la rencontre avec la lecture, elle s'est faite très tôt, parce que j'ai grandi effectivement dans une famille où on aimait beaucoup les livres. Mon père allait dans les ventes à l'encan, comme il y en a à Maurice, où les gens vont surtout pour acheter des meubles et des produits électroménagers. Et lui, il en revenait avec des caisses de livres. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un trésor à découvrir dans ces caisses. Je me demandais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il ramène? J'aimais bien les filer dans ces boîtes. Et là, je trouvais plein de vieux livres reliés avec des odeurs, avec un toucher, avec plein de choses. Et c'était, il y avait tout dans ces boîtes. Hein. J'ai découvert le Caméron de Boccace, des livres Autant on emporte le vent. Il y avait vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Lui, il faisait le tri après, il gardait ce qui l'intéressait, il donnait ce qui l'intéressait moins. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait un mystère et il y avait un trésor à découvrir dans les livres. Le fait que j'ai eu envie d'apprendre à lire très tôt. Après, j'ai un peu dévoré tout ce qui me tombait sous la main, autant à la maison qu'à la bibliothèque de l'école où j'allais, en prenant pas tout à fait par ordre alphabétique, mais au bout d'un moment presque. Et ça a été de grandes aventures de lecture dans des genres très différents. Je ne peux pas dire que je lis un genre en particulier, mais je sais qu'il y a eu des rencontres de lecture qui effectivement ont ouvert des horizons assez magiques. Tout ce qui est, je pense à Gabriel Garcia Marquez par exemple, tout ce qu'on appelle le réalisme merveilleux. Je trouve que moi c'est quelque chose qui m'a fasciné. Le foisonnement de vie qu'on peut trouver dans des œuvres comme celle de Salman Rushdie, par exemple, toute une mouvance aussi d'auteurs indiens anglophones. Je trouve ça assez fascinant parce qu'il y a une vie qui est très foisonnante, il y a une expression, il y a une façon d'utiliser la langue aussi qui me semble très vivante et très intéressante. Et je crois que ça correspond bien au fait de se dire que la littérature, elle n'est pas là pour décrire la réalité, mais elle est là pour créer du réel. Parce que par exemple, dans les livres de Garcia Marquez, ce qu'il raconte dans 100 ans de solitude, par exemple, on se dit bien que dans la vie, ça ne pourrait pas exister, mais en même temps, dans l'espace du roman, ça prend une telle réalité, ça prend une telle vérité, une telle force, que je trouvais ça fascinant. À côté de ça, il y a d'autres auteurs très différents, comme je pense à Alessandro Barrico, par exemple, un livre comme Soi, c'est une merveille de pas grand-chose. Et en même temps, il y a une autre magie dans ce livre. Là, c'est pas du tout le foisonnement, c'est au contraire un dénuement. Et il y a une musique, il y a un ton dans ce livre que je trouve absolument fascinante. Et là, c'est une autre quête, c'est une autre recherche aussi de l'écriture très dépouillée, mais qui en même temps fait naître tout un lustre, je pense, d'émotions, de sensations, de choses diverses. Et disons que la littérature, enfin moi, comme lectrice, j'ai pas de livre de chevet. Il n'y a pas un livre sur lequel je reviens tout le temps, bien qu'il y ait des livres. Je pense par exemple à L'inconnu sur la terre de Le Clésio. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est une sorte de longue réflexion sur beaucoup de choses, sur le regard, sur les mains, sur la mer, sur plein de choses qui sont en nous et qui nous entourent. Et c'est quelque chose sur lequel on peut revenir à l'infini, il me semble, et toujours y découvrir des choses, des échos. Et puis bon, il y a plein d'auteurs comme Virginia Woolf, des auteurs comme ça qui sont vraiment des chocs, des découvertes, qui donnent envie d'aller découvrir davantage et d'écrire aussi. Donc, pour moi, c'est une rencontre que j'épuiserai jamais, je pense. Ear on, ear on.
Alors j'habite une ville qui s'appelle Beaubassin. Ville est peut-être un grand nom d'après certains standards, parce que c'est vrai que Beaubassin c'est très... j'ai presque l'impression que c'est encore assez rural, bien que ça soit considéré comme une ville. C'est un peu comme un verger aussi, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, c'est un quartier très, très tranquille, où il y a encore de grandes cours avec beaucoup d'arbres fruitiers, de litchis, de manguiers. Et beaucoup de calme aussi. Il y a une vie qui prend son temps, je dirais, bien qu'on soit à 20 minutes à peine de la capitale, Port-Louis. Et c'est une région où le climat est assez tempéré. On n'est pas dans les grosses chaleurs comme à Port-Louis, pas dans l'humidité comme à Curepipe un peu plus haut. Et c'est une ville qui est très, très agréable à vivre, même si elle peut sembler un peu assouplie peut-être. Mais en même temps, pour moi, c'est un cadre de vie que j'aime beaucoup parce que c'est un lieu très, très vert et très calme. Voilà. Deux souvenirs me reviennent de mon enfance parmi beaucoup d'autres, bien sûr. L'un est étroitement associé à un livre, parce que effectivement, j'ai eu envie d'apprendre à lire très tôt parce que je voulais découvrir par moi-même tous les mystères que je pressentais dans les livres. Et donc quand je suis entrée à l'école, au bout de quelques jours, ils se sont aperçus que je savais déjà lire. Je pense que c'était venu graduellement à la maison, mais sans que personne ne s'en rende compte forcément. Et un jour, un professeur en classe, pendant qu'on dessinait ou on illustrait quelque chose, s'est rendu compte que j'étais en train de lire un livre, que je disais vraiment ce qui était écrit dans le livre et que je n'étais pas en train d'inventer. Et donc, à ce moment-là, elle m'a prise et elle m'a emmenée voir le directeur de l'école et puis on m'a fait faire un peu le tour des classes en lisant, un peu comme un singe savant. Je ne connais pas trop ce qui se passait, mais... Et je me souviens d'un livre que je n'oublierai jamais, je le vois encore devant moi, même si je ne l'ai pas retrouvé par la suite. C'était l'histoire de trois petits lapins qui voulaient faire un gâteau. Et donc ils allaient chercher de la farine, des œufs, du beurre, du sucre, etc. Et puis je suis arrivée sur un mot que je ne connaissais pas. Et là je lisais et j'ai dit, bon, ils ont mélangé tout ça, ils ont rajouté du rhum. Et là tout le monde a éclaté de rire. Alors en fait c'était du rhum et je ne connaissais pas du tout ce mot, je ne le connaissais pas encore. Et là j'étais tellement froissée que j'ai fermé le livre, que je l'ai posé là et que je suis partie en disant je veux rentrer chez moi, je ne veux plus jamais venir à l'école. Mais c'est le souvenir d'un livre comme ça que j'ai pas retrouvé par la suite, mais qui pour moi reste très lié à mon enfance et à une enfance justement très liée à la lecture. J'étais une enfant très timide aussi, très réservée. Et je me souviens que je me disputais souvent avec ma mère parce que quand on sortait, on allait dans les anniversaires, des mariages et tout, elle me disait toujours mais reste pas assise là, sors, va jouer, va courir, etc. Et moi je lui disais mais je m'ennuie pas du tout parce que j'adorais observer les gens. J'avais toujours l'impression qu'il se passait plein de choses derrière, que ça m'a toujours fascinée de voir les gens arriver contents, sur les relèves, bien habillés, bien maquillés. Tout a l'air parfait et puis au fur et à mesure que la soirée avance, que l'alcool coule un peu aussi, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des petites choses très ténues, très subtiles entre les gens, qui opposent certaines personnes, qui rapprochent d'autres. Et je trouvais ça fascinant, tout ce mystère que je sentais derrière et qui me semblait essayer d'approcher, et c'est ce que je trouve fascinant aussi dans la littérature, c'est que je pense qu'il nous faut toute une vie et beaucoup de chance pour arriver à approcher le mystère qu'il y a en chaque personne. Je pense qu'on peut vivre 20 ans, 30 ans et plus à côté d'une personne, avec une personne, et un matin se dire cette personne je ne la connais pas parce qu'il se passe quelque chose, il y a un événement ou une réaction ou peut-être pas grand chose qui fait qu'on découvre des aspects de cette personne qu'on n'avait pas pressenti, qu'on n'avait pas ressenti. Et la littérature elle nous offre ça, il me semble qu'on prend n'importe quel livre sur n'importe quelle étagère ou tiroir au bureau et qu'on l'ouvre et que tout de suite
on pénètre à l'intérieur des gens, dans tout ce qu'ils ont de plus intime, de plus profond, de plus... Et moi j'ai le sentiment en fait que la littérature, elle m'a permis, contrairement à l'image qui veut qu'on s'enferme avec son livre, moi j'ai eu le sentiment que la littérature, elle m'avait ouvert les gens et offert le monde en fait. Et je pense que ça a beaucoup influé sur la façon dont par la suite j'ai commencé à regarder les gens autour de moi dans les relations que j'ai pu avoir avec les gens. Un autre souvenir d'enfance, j'associe ça à des hameçons. C'est comme une nuée d'hameçons, c'est des questions. Quand j'étais enfant, en fait, mes parents ont fait un mariage mixte à une époque où ça se faisait pas beaucoup à Maurice. Ils n'étaient pas de la même communauté, pas de la même religion. Et il y a 40 ans, c'était un peu scandaleux. C'était pas très accepté. Donc c'est vrai que face à ça, on s'est toujours heurté, mon frère et mes sœurs et moi, à beaucoup de questions. Les gens nous demandaient toujours mais vous êtes quoi? Et parce qu'on portait un nom, on porte un nom qui est musulman, et en même temps, parce que mon père est musulman, mais en même temps, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être, on ne ressemblait pas forcément à l'image que les gens se font de ce qu'est un musulman. Donc les gens nous posaient toujours la question, et c'est quelque chose qui a jalonné comme ça mon enfance, cette question, mais qu'est-ce que tu es, qui tu es? Et bon, moi j'avoue que ça m'a pas préoccupée, disons, outre mesure. Je ne l'ai pas vécu comme une agression ou comme quelque chose de douloureux, parce que j'ai eu la chance justement d'avoir des parents qui vivaient un peu en dehors des modèles acceptés, et qui voulaient aussi qu'on apprenne à se forger une identité propre en dehors de tout ce qui pouvait être cloisonnement, clan, groupe, etc. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être difficile à vivre aussi dans une société où justement on a toujours besoin de pouvoir mettre les gens dans une boîte et mettre une étiquette dessus. C'est plus rassurant, c'est plus clair. Là, c'était jamais très clair, et moi, ça m'a beaucoup amusée, disons. C'est pas quelque chose qui m'a marqué ou qui m'a traumatisée, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été très présente dans toute mon enfance, et même après, et même jusqu'aujourd'hui. On m'a souvent posé la question de savoir pourquoi j'écris, et j'avoue, j'ai toujours eu beaucoup de mal à répondre à cette question. J'ai beau la retourner dans tous les sens, et je me dis que j'ai une seule réponse en fait. Je pense que j'écris parce que je ne sais pas parler à la base. Je crois qu'il y a des choses qu'on veut probablement dire, exprimer, que moi j'arrive pas à le faire par la parole. Donc l'écrit a toujours été pour moi une façon, pas forcément de déverser un trop-plein ou des choses comme ça, mais j'ai toujours eu un rapport un petit peu particulier à l'écriture, dans la mesure où c'est ce qui a conditionné aussi le fait que j'ai voulu être journaliste dans un premier temps. C'est un métier que j'ai exercé pendant 23 ans. C'était mon rapport à l'écriture avant d'être la littérature en fait. Parce que mon rapport à l'écriture, il passe d'abord par le journalisme. Mais enfin en même temps, c'était un peu les deux en même temps. J'ai l'impression que j'étais haute comme ça, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et je disais journaliste. Et en même temps, je me rends compte que j'écrivais aussi, des petites histoires comme on écrit quand on a 10 ans, parce que ça me semblait, je sais pas, il y avait quelque chose que je voulais exprimer à travers ça, et j'ai toujours eu cette vision un petit peu romantique, sans doute, un peu utopique, certainement, de l'écriture comme pouvant changer les choses, comme étant quelque chose d'agissant, qui pourrait servir à changer le monde. Ça paraît un peu stupide à dire peut-être, mais en même temps je pense que si j'y croyais pas, peut-être que j'écrirais pas. Bon, j'en suis un petit peu revenue depuis, et c'est vrai qu'après 23 ans de journalisme, je me suis un petit peu rendu compte que ça change pas forcément les choses, mais en même temps, moi, je sais que j'ai lu des choses qui m'ont changé, je pense.
je pense que j'ai lu des articles, des romans, des choses qui ont changé mon regard sur le monde et mon regard sur les gens. Donc je me dis, oui, c'est possible, ça peut faire ça, ça a ce pouvoir-là. Et donc c'était un rapport assez, je dirais pas engagé à l'écriture, mais presque, parce que j'ai fait mes débuts en fait dans un journal politique. J'étais journaliste puis rédactrice en chef d'un journal politique, donc très engagé, très militant. Oui, j'ai toujours eu ce rapport pas très détaché en fait face à l'écriture. Et je pense que même dans la littérature, ça a été un peu ça, cette recherche-là. Bon, c'est des choses totalement différentes parce que c'est vrai que dans le journalisme, c'est une écriture très clinique, très directe, on n'invente pas, on ne rajoute pas ce qui nous passe par la tête, on a une obligation de rigueur, de quelque chose de très clair, de très carré, etc. Et j'avais le sentiment que ça ne me suffisait pas. Et à côté, l'écriture littéraire, c'est mon espace de liberté. Parce que là, vraiment, je peux changer les choses. Je peux changer le cours des choses, le destin des gens. Tout est entre mes mains. Je peux tout recréer. Et ça, c'est un espace de liberté qui est fascinant, qui est très, très fort, je trouve. Et c'est vrai que, par exemple, même dans les histoires, je me rends compte que dans les histoires que j'écris, parce que j'ai commencé à écrire des nouvelles, j'ai toujours eu un faible en fait. Enfin, c'est même pas un faible, c'est un penchant très fort pour les nouvelles, parce que je trouve que la nouvelle, il y a quelque chose de très puissant dans la nouvelle. J'ai souvent cette image en fait de la nouvelle comme un caillou, quelque chose de très condensé, de très ramassé, qu'on lance dans une flaque d'eau, une mare ou quelque chose comme ça, et qui en tombant laisse des ondes derrière, ces ondes concentriques. Et pour moi, la nouvelle, c'est ça. C'est quelque chose de très ramassé. Et en même temps, quand elle est réussie, quand elle est bien une nouvelle, elle laisse ça derrière. Plein d'échos, d'ondes à l'intérieur de la personne qui la reçoit. Le roman est plus dilué. Bon, il a ses attraits aussi, mais c'est vrai que moi, je me suis toujours sentie plus portée vers la nouvelle, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des nouvelles d'abord. Et puis le roman est venu après, parce que là, effectivement, c'est un autre souffle, c'est une autre respiration qui est intéressante aussi. Et je me rends compte qu'en écrivant des romans, qu'en écrivant Le Portrait Chamarel, ou Sensitive, ou Le Silence des Chagos, par exemple, Le Silence des Chagos, c'est une histoire qui a eu un écho très profond chez moi. Ça a été une rencontre d'abord qui est venue de mon métier de journaliste. Parce que c'est une rencontre avec une photo en premier lieu dans un journal. Je vois une photo en noir et blanc de femmes sur l'asphalte à Port-Louis, dans la capitale de Maurice, qui sont devant un bâtiment. C'était une ambassade américaine ou britannique, je ne me souviens plus exactement. Et ces femmes, elles sont là, pieds nus, mains nues, face à des policiers qui sont bottés, casqués, armés de matraques, etc. Et ces femmes, elles se battent contre ça, complètement démunies, mais en même temps avec une détermination, avec une puissance. Et en voyant cette photo, je me suis dit, mais qui sont ces femmes et pourquoi est-ce qu'elles se battent? Contre quoi? Et donc, quand je suis devenue journaliste, peu de temps après, pour un de mes premiers articles, je suis allée à la rencontre de ces femmes, qui étaient des femmes chagossiennes. Elles m'ont raconté leur histoire, elles m'ont raconté comment elles ont été expulsées de leur pays au moment où l'île Maurice a obtenu son indépendance, parce que Maurice était colonie britannique à l'époque, et les Britanniques voulaient récupérer l'île de Diego Garcia, qui faisait partie du territoire de l'île Maurice, pour la louer aux Américains qui voulaient y établir une base militaire qui fait aujourd'hui encore partie de leur arsenal militaire, qui compte parmi leurs bases les plus importantes. Tous les bombardements sur l'Irak, sur l'Afghanistan, etc. ont été déclenchés à partir de Diego Garcia. Et en fait, sur cette île vivait une population qui vivait simplement de pêche, de ski planté, d'une vie très simple et très proche de la nature. Et un jour, sans qu'on leur explique pourquoi, on les a déportés, selon moi pas trop fort, de leurs îles sans leur expliquer ce qui se passait, pourquoi ils sont retrouvés débarqués en partie à l'île Maurice et aux Seychelles
pas très loin de l'île Maurice. Et j'ai été très frappée par ce que racontaient ces femmes et par cette histoire, parce que bon, je ne suis pas chagossienne, je n'ai pas vécu cette histoire, mais en même temps j'avais l'impression que, je sais pas, presque que j'avais une responsabilité par rapport à ça, parce que dans la mesure où l'histoire m'avait été confiée, dans la mesure où j'avais les outils, moi, d'écriture qui me permettraient de dire cette histoire, et c'était pas l'aspect géopolitique ou quoi qui m'intéressait, ça c'était plus pour l'aspect journalistique, mais il me semblait que le roman pouvait aider à rendre plus réel, à faire ressentir avec, c'est ce que je voulais, c'est s'arrêter et se dire mais comment est-ce que j'aurais vécu ça? Qu'est-ce que j'aurais ressenti moi si j'étais à la place de ces personnes? Parce que ça aurait pu être moi. Si les Américains demain avaient décidé que c'était mon île qui les intéressait, ça aurait pu être moi. Et cette question, elle m'est revenue en fait des années plus tard dans un aéroport. J'attendais pour pouvoir rentrer à Maurice. J'étais partie pour des raisons professionnelles. Et l'avion avait du retard et on attendait qu'on nous dise ce qui se passait, etc. Et là, cette histoire que m'avaient racontée ces femmes m'est revenue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu ferais là si à toi on te disait, ben voilà, c'est fini, tu rentres plus chez toi, ton île elle est fermée, il n'y a plus de vol vers ton île, c'est terminé. Parce que c'est ce qui est arrivé à certains d'entre eux. Ils sont venus à l'île Maurice pour se faire soigner ou en vacances. Et au moment de reprendre le bateau pour rentrer chez eux, on leur a dit ça, votre île elle est fermée, vous ne rentrerez plus jamais chez vous. Et ils avaient une petite tente avec quelques effets personnels dedans et rien de plus. Et il me semblait que la littérature, que le roman pouvait essayer de dire ça, de rendre un peu compte de cette histoire et de ce vécu-là. Parce qu'à travers l'histoire avec un grand H, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de ces personnes. Comment est-ce qu'on vit à l'intérieur de l'histoire et ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on s'en sort ou pas d'ailleurs. Parce que beaucoup se sont suicidés, beaucoup sont tombés dans l'alcoolisme et dans une certaine désespérance. Parce que je pense que c'est une histoire dont on sort difficilement indemne. Oui, et l'idée du roman, elle est née de là, de cette espèce de sentiment, de la nécessité. Moi, auteur qui dispose de ces outils d'écriture, de ne pas laisser mourir cette histoire, de la raconter. Et c'est vrai que c'était difficile parce qu'en même temps c'était un sentiment de responsabilité. Je veux dire, on s'empare pas comme ça de la vie des gens, on pénètre pas comme ça dans leur histoire et c'était pas une histoire qui m'appartenait totalement et en même temps il fallait que je fasse en sorte que ça m'appartienne et que ça puisse appartenir à d'autres personnes. Et c'est là que le travail, il y a eu tout un travail de documentation d'abord parce qu'on ne peut pas raconter non plus n'importe quoi sur des faits qui sont très précis, très réels. Et puis à partir de là, il a fallu en sortir pour en extraire ce qui fait l'objet littéraire et ce qui en fait un roman. Et c'est vrai que je suis pas intéressée, disons, à construire une œuvre en soi. C'est pas forcément c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des histoires que j'ai envie de raconter à des moments particuliers. Et je sais que j'ai envie d'explorer aussi le plus possible toutes les possibilités que cela peut offrir. Parce que l'écriture, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose de totalement inanimé au départ. C'est de l'encre sur une feuille blanche. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça prend vie? Qu'est-ce qui fait que ça devient des personnages, des gens qu'on a l'impression de suivre, qu'on a l'impression d'entendre encore longtemps après qu'on ait posé le livre? Qu'est-ce qui fait que ça devient vivant? Et c'est pour ça que moi j'ai envie d'explorer en fait plein d'avenues. C'est pour ça que le théâtre, la proposition du théâtre aussi m'est arrivée il y a quelque temps et ça m'a semblé quelque chose d'assez... c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
par exemple, je sais que faire avancer quelque chose à travers la narration, je sais le faire, mais quelqu'un me disait, et c'est vrai que par exemple dans mes romans, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas forcément encore très bien faire. Donc c'est vrai que le théâtre, c'est une autre expérience aussi. Il y a différents types de choses qu'on peut écrire à travers le théâtre. C'est une expérience d'écriture qui est, à mon sens, très différente de celle du roman. Dans le roman, on est avec soi, on est avec sa voix, on est avec sa chose. Dans le théâtre, quand on écrit, je pense qu'on pense tout de suite et plus directement à d'autres, à des comédiens d'abord qui vont prendre le texte, le mettre en bouche, lui donner vie vraiment à travers d'autres personnes. Et puis une audience qui va le recevoir, parce que le théâtre, c'est ça, donc c'est la confrontation plus directe en fait de l'écriture avec d'autres personnes. Alors que dans le roman, quelque part on écrit et puis on le donne aux autres et on ne sait pas trop ce que les autres en font, comment ils le reçoivent, comment ils l'interprètent, etc. Et dans le théâtre, il y a ce qui peut être assez déroutant aussi, parce que je pense qu'un metteur en scène s'empare d'un texte que vous avez écrit et il en fait quelque chose qui n'était pas forcément ce que vous aviez en tête au départ quand vous l'écriviez. Mais en même temps, c'est cette confrontation-là qui me semble vraiment passionnante, parce qu'on se rend compte comment les mêmes phrases, le même texte peut être vraiment reçu, perçu et retransmis de façon très très différente par des personnes différentes. Donc l'expérience théâtrale, elle me semble très intéressante à ce stade, parce que c'est d'autres choses que j'ai envie d'explorer dans la vie du texte. L'île, pour moi, elle est omniprésente, je pense, dans ce que je suis et dans ce que je crée, du coup. Ça ne me dérange pas du tout qu'on dise de moi que je suis un auteur mauricien. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Parce que là aussi, on dit auteur africain, auteur insulaire, auteur mauricien. Il y a plein de catégories comme ça qu'on crée. Et c'est vrai que ça peut peut-être conditionner un peu au départ le regard qu'on a sur l'œuvre de quelqu'un, sur ce qu'il écrit, un peu a priori. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on dise de moi que je suis un auteur mauricien, parce que je pense que ça façonne profondément ce que je suis, ce que je vis et donc ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas sûre que j'écrirais les mêmes choses si j'étais née homme en Islande. Je pense que le fait d'être née et de vivre femme à l'île Maurice, ça a une influence indéniable sur mon rapport à énormément de choses, mon rapport à la lumière, mon rapport à l'espace, mon rapport aux gens. C'est vrai qu'on vit dans une île qui est toute petite et où on n'a pas toujours beaucoup de recul par rapport à l'autre, où l'autre peut être assez envahissant, assez pesant, où l'île est souvent comme une caisse de résonance. Le moindre petit bruit, la moindre petite parole tout de suite prend une ampleur énorme, ça résonne, ça... Et je pense que du coup, ce qui me marque, ce qui me construit et ce que j'ai envie de raconter est lié beaucoup à l'espace de l'île et à la façon dont je le vis. Vivre femme ici influe sur ce que j'ai envie de dire, sur ce que j'ai envie de raconter. C'est vrai que l'île, je pense que quand on la vit de l'intérieur et quand l'île est petite, il y a forcément un rapport à l'autre qui est très particulier. Et c'est ce que je dirais pas, et à ce titre, je dirais pas que ce que j'écris est lié à l'identité, mais je dirais que c'est lié à sa place, à trouver sa place. Comment trouver sa place par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Et ça, je pense que l'espace de l'île influe beaucoup. Je ne suis pas sûre que j'écrirais les mêmes choses si je vivais dans une grande ville où il suffit de prendre un train pour changer de pays, pour changer d'espace, pour changer d'environnement.
Ici, l'île, elle est petite, elle est fermée. Pour en sortir, c'est difficile, ça coûte cher. La façon de vivre, la nature et l'environnement, autant humain que naturel, est assez particulière. Je pense que ça sous-tend aussi effectivement ce que j'ai envie de dire. Donc oui, je suis un auteur insulaire, oui, je suis un auteur mauricien. Ça ne me semble pas réducteur. Je suis un peu fatiguée fatiguée, c'est un grand mot, mais je m'étonne un peu parfois de l'obsession d'universalité, d'universalisme. On dit oui, on veut faire quelque chose d'universel, mais en même temps, je veux dire, on peut partir du très particulier et du très personnel et en faire quelque chose d'universel. Ça n'exclut pas. Je veux dire, Steinbeck a écrit une œuvre très universelle en partant de chez lui, de son petit bled. Et je pense qu'à partir du moment où on parle de l'humain, de toute façon, c'est universel. Et je crois que, personnellement, une œuvre me touche pas seulement parce qu'elle me ramène à des choses que j'ai vécues. Je regarde par exemple dans la pièce que nous avons créée récemment, Paradis Blues, qui à la base parle d'une histoire très particulière, d'une femme vivant à l'île Maurice, mais qui ouvre après vers quelque chose de plus large. Et la façon dont différentes personnes ont reçu cette histoire, c'est très intéressant parce que il y a des gens qui vivent ici et qui, eux, en ont un écho particulier parce qu'ils ont le sentiment que ça dit des choses de leur vie, qu'ils ont vécu, qu'ils ont entendu. Donc il y a un écho très intime et très direct. Et puis il y a d'autres personnes qui l'ont vu, qui ne sont pas du tout d'ici, qui n'ont pas du tout l'âge de cette femme, qui vivent des réalités très différentes, mais qui à un moment ou à un autre ont eu le sentiment que cette histoire, elle leur parlait aussi. Je veux dire, l'histoire des Chagossiens, je n'ai pas vécu cette histoire, mais à un moment, elle a eu un écho chez moi pour des raisons diverses, parce que ça touchait à quelque chose d'humain et de très profond qui, selon moi, peut avoir une résonance chez n'importe qui, peu importe où il vit et où il lit. Donc oui, maintenant, je ne m'astreins pas à me dire je vais créer une œuvre mauricienne. C'est pas du tout mon propos non plus. Mais je sais qu'il y a des histoires qui me viennent, probablement, oui, en fonction de ce que je vis ici, dans cette identité-là et dans cette réalité-là.